N'y a-t-il que des avantages à être propriétaire? Qui veut commencer? Ah, je ne désigne personne, hein, mais ça a l'air de vous inspirer. Je vais me lancer alors. Bonjour à tous et à toutes. Manuel Laforêt, directeur général de Copimo. Est-ce qu'il y a que des avantages? Probablement non. Je pense que ça dépend beaucoup du moment de la vie de chacun et aussi de la situation globale, de l'endroit où on se trouve. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte qui reste assez fort de couteau bas, je pense que le principal avantage, et ça a beaucoup été dit, de devenir propriétaire, c'est de constituer un apport, de capitaliser. Et ça, je pense que c'est une donnée importante, et qu'on retrouve dans le BRS, et ça fait aussi partie des discussions qu'on a eues jusqu'à présent. C'est sans doute la donnée principale, c'est que les personnes vont pouvoir capitaliser, se constituer un apport, vont pouvoir rester dans leur logement si elles le souhaitent, mais vont aussi pouvoir entrer dans un parcours résidentiel. Et donc ça, c'est un premier élément. Et je pense aussi le deuxième élément, c'est que sur un certain nombre de territoires, notamment pour les ménages familiaux, acheter leur logement, c'est la possibilité d'avoir un logement qui convient à leurs besoins, qui répond à leurs attentes. Sur un certain nombre de marchés, le marché locatif ne propose pas de logement adapté, notamment aux familles. Donc c'est un élément important, je pense. Ok, on va y revenir. Marjane? Je pense que culturellement, en France, effectivement, c'est un vrai souhait d'être propriétaire, une vraie demande qu'on rencontre auprès des Français quand on est architecte et qui viennent nous voir. Mais ce souhait, justement, dans le cadre du BRS, c'est intéressant parce que c'est en termes patrimonial aussi que ça se pose. Les Français sont très attachés à l'idée de transmettre leur maison, leurs biens à leurs enfants. Et dans le cadre de BRS, c'est très encadré. Donc ça, je pense que c'est une question qui revient souvent de qu'est-ce qu'on va devenir si nos enfants ont les moyens finalement d'acheter ailleurs, on ne peut pas leur transmettre notre maison ou notre appartement, comment ça se passe? Donc c'est une vraie question à aborder, je pense, dans le cadre du BRS. Merci. Je vais essayer de répondre. Alors, donc, je représente ici les partenaires sociaux au niveau régional. Je dois dire que ma réponse, elle va être personnelle, hein, parce que je n'ai pas eu l'occasion de consulter sur cet aspect-là. L'avantage d'être propriétaire. Enfin, personnellement, je pense que ce n'est pas toujours un avantage, hein, que pour ceux qui vivent dans le logement social, ça a quand même un intérêt, au moins financier. Mais bon, il y a d'autres aspects. Et personnellement, alors c'est une réflexion que je me fais depuis longtemps. Je pense que dans le logement social, ce serait intéressant d'avoir un élément sur lequel les gens s'approprient plus leur logement. C'est-à-dire, soit pas l'idée je suis locataire, donc bon, c'est pas à moi, je m'en fous en gros. Hein, mais bon, je suis locataire, mais il y a une partie qui dépend de moi, c'est-à-dire, enfin, je sais pas ce que. Enfin, c'est simplement des idées. Hein. Il y a des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir par rapport au coût, donc je suis intéressé par rapport au fonctionnement collectif, donc ça pourrait peut-être aider. Et en ce sens-là, je trouve que l'accession sociale peut être une bonne chose parce qu'on est un petit peu dans ce domaine-là. On voit qu'il y a des garanties, il y a des professionnels derrière, il y a un lien, ça c'est essentiel. Et c'est pas donc ça permet d'être intéressé à son bien. Bon, il y a la possibilité de le transmettre, effectivement. Il y a des gens qui y tiennent, mais bon, moi je suis grand-mère. Alors entre ce qu'on imagine quand on a 30 ans et puis ce qui arrive quand, quand on arrive à 70, c'est souvent très différent. Hein, les choses bougent beaucoup. Mais bon, c'est un élément important. Il y a des gens qui y tiennent, enfin surtout dans les zones où je pense que le BRS, ça représente une chance aujourd'hui. C'est considéré comme une vraie chance. C'est-à-dire où je suis en BRS, où je ne peux pas vivre comme j'ai envie à cet endroit-là. Hein, enfin, moi, j'habite la Seine-Saint-Denis depuis 73. J'ai vu tous les gens partir. C'est-à-dire, je veux évoluer dans mon habitation. J'ai assez peu de moyens. Bon, je pars en Seine-et-Marne. Okay. Voilà. Bon, j'arrête. Non, non, mais vous allez y revenir. Monsieur Benisti, Alors, maire nous, de Villiers-sur-Marne. les maires, on a une approche tout à fait pragmatique sur la situation, puisque lorsqu'on a nos administrés régulièrement, on leur dit quand vous achetez un meuble, vous l'achetez et le meuble il reste. Quand vous louez un appartement,
il vous reste effectivement l'appartement, mais l'argent que vous donnez, il ne reste pas, il s'envole. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on leur dit, est-ce que vous seriez intéressé chaque mois de verser une somme pour constituer un patrimoine et de toucher les murs chaque jour lorsque vous payez évidemment votre remboursement de prêt, est-ce que vous ne seriez pas plus heureux? Et la plupart du temps, évidemment. Les familles nous répondent que c'est évidemment un gros avantage évidemment de devenir propriétaire. Et je suis d'accord effectivement avec la réaction de Madame tout à l'heure, c'est vraiment le rêve français d'être propriétaire. Mais je dirais que la plupart donc, des jeunes couples aujourd'hui qui sont en location ont fait déjà l'expérience de vouloir acheter quelque chose, notamment sur des systèmes de PLSA, et ont eu malheureusement des refus. Donc ils se sont recroquevillés évidemment en disant « jamais je ne serai un jour propriétaire ». Et c'est vrai que le BRS aujourd'hui leur donne cette magnifique possibilité de devenir propriétaire avec un système qui évidemment est plus performant. Alors la question, et qu'on a vu qui se posait aux ménages auxquels ils répondent de différentes manières, c'est est-ce que les propriétaires de BRS sont de vrais propriétaires? Et puis du coup, la définition de cette vraie propriété qui peut évoluer après tout. Mais la question, c'est de savoir ce qu'ils ont le droit de faire dans leur logement et de leur logement. Et est-ce qu'on est tout à fait au clair là-dessus? Est-ce que selon les OFS, il n'y a pas des réponses qui sont différentes? Qu'est-ce que vous leur dites à vos administrés? Est-ce que vous leur expliquez ça? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Moi, je pose la question souvent à des jeunes propriétaires et je leur dis est-ce que vous savez vraiment si vous êtes propriétaire de votre foncier ou pas? Et la plupart me disent écoutez, je suis propriétaire de mon appartement, je ne sais pas si je suis propriétaire du foncier ou pas. Voilà. C'est-à-dire que les gens, on l'a vu d'ailleurs dans la petite enquête, même s'il y a que 13 réponses par ces gens qui ont fait un magnifique travail, les gens ne font pas vraiment la différence entre effectivement le foncier, le terrain sur lequel est l'immeuble et sur lequel ils ont un appartement à l'intérieur de l'immeuble. Quand on pose la question aux propriétaires, ils ne savent pas répondre. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on pose la question effectivement aux familles en disant est-ce que vous voyez la différence entre avoir le foncier et pas le foncier, à part effectivement la redevance qu'ils versent, évidemment, mais la plupart ne font pas la différence. Très bien, peut-être. Manuel Laforêt, l'idée finalement, elle consiste à dépatrimonialiser la propriété et à se dire, moi, j'ai plutôt envie d'habiter là, plutôt que de me constituer un patrimoine et de réfléchir à la plus-value qu'il pourrait m'apporter. Alors oui, effectivement, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'il y a une vraie dimension avec le BRS qui est d'avoir la possibilité d'acheter sur un territoire sur lequel, a priori, avec le marché libre, on ne peut pas le faire, en tout cas pour un certain nombre de ménages. Et donc ça, c'est un élément qui est déterminant, c'est d'ailleurs ce qu'on recherche à faire sur chacune des opérations, c'est de regarder cet écart qui se crée et la possibilité qu'on donne à un certain nombre de ménages qui sont solvables, puisqu'ils travaillent, ils ont la capacité d'acheter, mais pas à l'endroit où ils souhaitent habiter, ou pas pour la bonne taille de logement qui correspond à leurs besoins. Donc là, c'est un vrai élément important du BRS. Sur la question du patrimoine, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je crois que là-dessus, il faut quand même pouvoir dire aux ménages qu'ils constituent un patrimoine, puisqu'ils capitalisent. Au lieu de rembourser, de payer un loyer, ils constituent un apport. Ils remboursent une partie de leur prêt. Et encore une fois, les taux étant très bas, ils remboursent une part importante du capital et donc ils constituent un apport conséquent. Alors je dis un apport parce que on sait qu'aujourd'hui, les ménages ont tendance à rester environ 7 ans dans leur logement avant de le revendre. Donc ils vont être dans cette logique de parcours pour l'essentiel. Ils vont se constituer un apport conséquent pour pouvoir acheter soit un autre logement en BRS, soit un autre logement qui répondra à leurs besoins. Donc il y a la question, effectivement, je pense que vous parliez des questions de est-ce que c'est vraiment des propriétaires? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont tous les droits et les devoirs d'un propriétaire dans la gestion de la copropriété, puisqu'en Ile-de-France, c'est essentiellement du logement collectif. Ils vont pouvoir intervenir et fonctionner et avoir les droits de n'importe quel copropriétaire. La seule différence réelle, c'est qu'ils ne peuvent pas revendre comme ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent faire des travaux? On parlait d'extension tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est possible? C'est juste un vote de la copropriété qui le permettra ou pas?
Alors, l'extension en immeuble collectif est quand même assez Oui, compliquée. mais c'était évoqué dans les. Voilà. dans- Mais quand, voilà, pour les gens qui auront la chance d'acheter une maison en BRS, ils pourront faire l'extension de leur logement comme n'importe quel propriétaire de sa maison en Île-de-France. Donc là-dessus, il n'y a, pas de sujet, il n'y a pas de question. La seule réserve, elle est à la revente. C'est il faut effectivement expliquer aux personnes que lorsqu'ils vont revendre, ils devront revendre à un prix encadré et ils devront revendre à des personnes qui respectent les plafonds de ressources. Mais on sait qu'aujourd'hui, la demande, elle est essentiellement de pouvoir se loger dans des zones qui sont bien desservies, proches des emplois et avec, encore une fois, un logement qui répond aux attentes, en termes de surface notamment. Et alors, il y avait une question que je posais tout à l'heure, mais c'était avant d'avoir que vous voyez les résultats de cette étude. Certains envisagent le BRS comme une finalité, c'est-à-dire j'y suis, j'y reste. Et alors là, est-ce que ça pose pas une question de parcours résidentiel, de fluidité du parcours résidentiel? On va évidemment pas interdire aux gens de rester, y compris d'ailleurs si les plafonds de ressources auxquels ils sont soumis quand ils entrent dans le logement, ils les dépassent ensuite, donc ils sont propriétaires et ça va avec. Mais est-ce que est-ce que vous y pensez ça en tant qu'opérateur justement de BRS? Je crois que ça traduit le fait qu'un certain nombre de personnes en Île-de-France souhaitent pouvoir acheter, devenir propriétaires, ne le peuvent pas. Oui, bien sûr. Et donc ces personnes, quand elles rentrent dans le dispositif, ce dispositif, il leur permet de répondre à cette attente. Et il n'y a objectivement pas forcément de raison pour qu'elles sortent de ce dispositif. Il n'y a pas évidemment d'obligation du tout à ce que les personnes, on n'est pas sur un patrimoine locatif qui a vocation à essayer de permettre une certaine rotation voilà, et de permettre que les personnes qui le souhaitent puissent sortir et loger de nouvelles personnes. On est dans une logique d'accession à la propriété et moi, ça ne me paraît pas être un problème que les personnes s'inscrivent dans la durée. Et ce qu'on constate aussi, c'est que le BRS, c'est aussi un moyen, et c'était dit, je crois, dans l'enquête, de donner la possibilité d'acheter à des personnes qui sont un petit peu plus âgées pour certaines que la moyenne, qui ne pourraient pas acheter, là encore une fois, dans le libre, parce que soit elles ont les revenus qui sont vraiment limites, soit elles sont un petit peu plus âgées que ce que donne déjà le libre de manière classique. Et là, on voit que ça donne à ces personnes-là la possibilité d'acheter, et elles vont y rester, très certainement. Merci Françoise Godel. Donc vous êtes vice-présidente du CRAL Île-de-France, donc Action Logement. L'ADN d'Action Logement, c'est de travailler sur le logement des salariés. Aujourd'hui, la convention quinquennale, enfin le plan d'investissement d'avenir, intègre le financement des OFS sous forme de participation aux fonds propres. Donc, est-ce que vous le faites et vis-à-vis de quels OFS et à quel niveau? Alors, ce que finance Action Logement, c'est déterminé par la convention quinquennale qui couvre la période 2018-2022. Donc, on va bientôt en négocier une nouvelle avec l'État, puisqu'on travaille avec beaucoup de monde, mais notamment avec l'État. Et donc, il y a eu le plan d'investissement volontaire qui a été décidé par les partenaires sociaux en 2019, qui a intégré une possibilité de financement pour les OFS. Alors effectivement, Action Logement peut financer les OFS de deux manières, à travers des fonds propres, mais de manière limitée. Les limites, c'est on n'apporte pas plus de fonds que les autres, et c'est limité à 500 000 euros. Et sinon, autre mode de financement. Et donc, la contrepartie de ça, c'est que on participe, on est partie prenante de l'organisme. Et l'autre aspect, c'est le financement des opérations par elles-mêmes, à raison de 15 000 euros par logement, sous forme de prêt. Alors, c'est un prêt qui finalement coûte pas plus à Action Logement qu'à l'organisme à qui c'est prêté. Le gros avantage pour l'organisme, pour l'OFS, c'est qu'il y a un différé de remboursement de 10 ans sans intérêt. Et donc, ça permet de voir venir. C'est l'avantage des fonds d'Action Logement, c'est que Action Logement a des fonds qui permettent de voir venir et de placer de l'argent pour un certain temps. Et avec l'avantage du prêt, c'est que ça revient. Et quand ça revient, ça permet de faire autre chose. Alors, pour revenir à la question sur pourquoi fonds propres et pas fonds propres, ce n'est pas une volonté du groupe d'être dans des tas d'organismes. Ce qu'on souhaite, c'est développer le logement. Et donc, on met des fonds propres si vraiment on nous demande. Mais bon, il y a 3F qui est dans la COP foncière aussi. Donc, on n'a pas souhaité aller au-delà. Et puisqu'on parle de
de qui on loge. Est-ce que du coup, vous avez des droits de réservation? Alors, on n'a pas de droit de réservation, mais c'est comme il a été dit, par rapport à des collectivités territoriales, il y a l'information, hein, parce que le BRS comme le PSLA précédemment, c'est quand même des objets assez rares, hein, et il faut avoir la chance qu'il y en ait et de pouvoir sauter dessus, si je peux me permettre. Et donc, la rapidité de l'information est importante. Donc, on a la possibilité d'informer les salariés et les entreprises de l'arrivée de BRS à un endroit et donc de susciter des demandes. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Et ça marche. Je vais revenir sur cette idée de l'information et comment on y accède. Mais Marjane, une des préoccupations de l'Ordre des architectes depuis que sa nouvelle équipe le dirige, c'est la qualité du logement. Aujourd'hui, est-ce que le BRS, dans sa manière d'être financé, dans son montage, dans à qui il s'adresse, etc., doit correspondre à quelle typologie, quelle qualité de logement? Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis très, très heureuse d'être ici. Et j'ai envoyé un message à mes camarades de l'Ordre des architectes, comme quoi c'était même émouvant de voir une salle remplie de gens engagés sur un sujet aussi important et que nous portons vraiment très fortement depuis qu'on est arrivé, mais je pense que beaucoup d'architectes le portent. On est très, très, très attaché en fait à l'esprit de l'article 1er du Code de l'urbanisme, hein, qui dit que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Et à ce titre, nous avons porté la bonne parole depuis qu'on est arrivé, depuis le mois de juin dernier, auprès de Madame Wargon, mais aussi dans l'audition avec Monsieur Rebsamen sur le sujet de la construction. On a beaucoup porté le sujet du BRS parce que effectivement, l'équation à laquelle il faut qu'on réponde, nous les archis, c'est de faire des logements effectivement abordables, mais aussi désirables et soutenables. Donc c'est sous ces trois angles-là qu'on aborde le sujet, la soutenabilité étant une soutenabilité plutôt écologique et pas dans le même sens que l'abordabilité. Et donc, le fait de pouvoir décorréler le foncier du logement, c'était vraiment pour nous une opportunité. Et avec notre maillage de 30 000 architectes à l'échelle du territoire, on est une porte d'entrée aussi. La question se posait tout à l'heure de à quelle porte il faut toquer pour pouvoir faire la demande. Parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, c'est une offre. Ça passe aussi par nous, des gens qui viennent nous voir et nous demandent comment on peut faire pour accéder à un logement dans des zones tendues avec les moyens qu'on a. Donc nous sommes attachés à l'idée de pouvoir effectivement porter la question de la qualité du logement plus en amont de la chaîne de la construction et ne plus être au bout du bout et subir des cahiers des charges qui ont été faits plus ou moins bien. Et donc, oui. Et n'empêche que cette notion de cahier des charges, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous préoccupés par l'abordabilité du logement, mais il faut absolument que ce soit adossé à une charte de qualité, comme certains maires et adjoints au maire ici l'ont abordé, pour que ce soit encadré et que ce ne soit pas la course à juste loger les gens et ne pas refaire les erreurs du passé. Être très vigilant sur la notion de la surface et de la volumétrie, la lumière et toutes les questions de ventilation, etc. Et dans ce sens, je rebondis aussi sur la question de l'extension d'un logement, même un logement collectif. C'est possible dans le sens où si on travaille ensemble, de proposer des volumes capables et des possibilités d'évolution, parce que ça aussi, c'est un des bras de levier, effectivement, dans la notion d'abordabilité du logement, c'est de pouvoir le faire évoluer, ne pas peut-être avoir à 100% le nombre de pièces qu'on souhaitait avoir au départ, mais que dans sa surface ou son volume capable, pouvoir le faire évoluer en tant que propriétaire. Et ça, c'est un des avantages d'être propriétaire et ne pas être locataire dans ce cadre-là. Merci. Alors, sur l'accès à l'information, parce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'offre, finalement, il y a très peu de BRS qui sont proposés. Et on voyait dans les résultats qu'il y avait un nombre élevé
CSP+, qui a été expliqué par une question de possibilité de financement. Moi, je me demande si elle ne s'explique pas aussi par une forme d'aubaine de connaissances qui sans doute disparaîtra quand il y aura beaucoup de BRS. Mais aujourd'hui, comment les uns et les autres vous faites pour informer la population, non seulement de l'existence de ces BRS, mais aussi de tout ce qui va avec, de tout ce à quoi il faut faire attention. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui financent pour l'instant ces acquisitions. Donc, à la fois vis-à-vis de vos administrés, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des acquéreurs en général, comment devrait se faire cette information? Est-ce qu'elle doit passer d'abord par une information des habitants de la ville, des salariés de la ville? Est-ce qu'elle doit être générale? Est-ce qu'il doit y avoir des grandes campagnes de presse? Comment vous imaginez les choses? Alors, c'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas l'ancien président de la commission des lois qui veut vous dire le contraire, puisqu'il faut qu'on respecte la loi également. Il est extrêmement difficile, effectivement, d'envoyer une information, notamment sur le journal de la ville, en mettant en valeur et en évidence un opérateur privé. Par contre, on peut expliquer, évidemment, le BRS totalement autrement. Nous, on organise là prochainement donc une réunion, une petite conférence, évidemment, pour expliquer ce qu'est le BRS. Et ensuite, de dire, voilà, on a plusieurs opérations à Villiers qui comportent ce dispositif, et d'inciter, évidemment, les administrés à, évidemment, se rapprocher, évidemment, des opérateurs pour le faire. Mais on est un petit peu limité sur le fait, en matière de communication, sur la loi. La loi ne peut pas accepter une seule seconde qu'un maire privilégie un opérateur par rapport à un autre, et de vanter, je dirais, une opération. Par contre, il peut simplement vanter le mode opératoire, c'est-à-dire le BRS, de l'expliquer et surtout de dire ce qui a été dit tout à l'heure, de dire aux administrés pourquoi verser des loyers alors que vous pourriez tout simplement verser les mêmes sommes et acquérir un patrimoine et passer du locataire donc au propriétaire. Donc là, on a quand même des marges importantes en matière de communication, mais on a évidemment une frontière, surtout à ne pas dépasser. Et moi, vis-à-vis des maires, et notamment au département, j'ai fait une déclaration pour vanter justement le BRS et tout le dispositif à l'ensemble des maires qui sont en même temps conseillers départementaux. C'était accueilli, je dirais, d'une manière très positive. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller plus loin pour dire, puisque les maires m'ont dit, mais avec qui tu travailles, quel est l'opérateur qu'il faut choisir, etc. Donc, cette limite de communication est extrêmement sensible et je pense qu'il faut faire évidemment attention. Donc, nous, on organise des réunions avec, alors, pas forcément les demandeurs de logement. C'est ça, nous, on a fait l'erreur. Donc, et je sais que beaucoup de maires la font, c'est-à-dire qu'ils ont leurs demandeurs de logement. À Villiers, on a 1700 demandeurs de logement. De logement, non, de logement, oui, la plupart du temps social. Mais dans les 1700, on en a 1000 Villiérains. On en a 700 qui veulent venir donc, à Villiers. Et d'où l'importance pour nous de faire venir effectivement des populations qui ont un projet de vie dans notre ville. Ils ont choisi notre ville et donc on aspire, nous, et l'ensemble des maires sont évidemment d'accord avec ça, de dire on aspire à faire venir donc des familles qui décident de faire leur vie dans nos communes. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste les uns et les autres? Donc on a moi j'ai plusieurs opérations donc à Villiers. C'est souvent des investisseurs qui achètent des logements, évidemment qui passent par des organismes, c'est-à-dire qui ne visitent même pas le logement et qui les donnent évidemment à des organismes pour s'occuper de la location, etc. Et les locataires restent 1 an, 2 ans, quelquefois 3 ans, ils s'en vont, etc. Nous, les maires, on aspire plus à pérenniser évidemment des familles, je dirais presque à contractualiser un projet de vie avec les familles pour qu'elles restent longtemps. Et c'est vrai que le BRS est un dispositif qui va permettre justement de pérenniser dans la ville ces différentes familles.
Et l'erreur que vous avez faite, c'était quoi? L'erreur, c'est De favoriser les investisseurs? de demander à des familles demandeurs de logement. Or, aujourd'hui, tous les maires, on est tous dans la même situation. 85% des demandeurs sont dans des plafonds PLAI, PLUS, etc. Donc très très bas et qui jamais, enfin, à l'instant T de la demande, n'accéderont évidemment, ils ne pourront accéder donc à un BRS. Donc c'est vrai qu'il faut s'adresser plus à la population, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont même depuis des années des locataires en disant, vous savez que vous pouvez devenir propriétaire grâce à un système, c'est-à-dire qu'au lieu de verser votre loyer, pour la même somme, vous pourrez devenir propriétaire. C'est ça le message que nous, les maires, on a vis-à-vis de nos administrés, et c'est un message qui fonctionne, mais pas simplement aux demandeurs de logement. Merci Françoise. Vis-à-vis des salariés, comment communiquer? Vis-à-vis des salariés, il y a deux canaux. Action Logement est en contact avec les entreprises et les salariés sous différentes formes, par emailing, par webinaire, par visite pour présenter les différents produits. C'est important pour Action Logement de présenter l'ensemble des produits qu'elle propose, parce que très souvent, Action Logement est vu surtout pour une demande de logement social, et malheureusement, on a bien du mal à satisfaire largement les demandes, même suffisamment. Et donc, c'est tout notre intérêt aussi de dire, voyez, on intervient sur des tas d'autres choses, on peut vous apporter autre chose et de présenter, faire de l'information plus globale sur le produit logement. Et puis, on a aussi un conseil en accession qui est gratuit. Donc, par rapport à des ménages qui souhaitent accéder au logement, on peut leur présenter, leur expliquer le BRS et les autres produits de ce type-là. Merci. Manuel Laforêt, vous avez l'impression que cette information, elle passe bien, elle est suffisante, elle touche pour l'instant encore une petite minorité de personnes ou pas? Bon, on démarre, donc je pense que c'est difficile d'avoir beaucoup d'éléments, et puis je pense que les chiffres qui ont été donnés là sont difficiles de les généraliser. Nous, on est très attachés au Copimo à mettre en place une commercialisation en partenariat avec la collectivité. Je pense que c'est la première étape. Donc, et je dirais que là-dessus, Monsieur le maire en parlait, chaque collectivité structure un petit peu son travail sur cette question. Il y a des communes avec lesquelles, je pense à Ivry-sur-Seine, Romain Marchand en parlait tout à l'heure, où il y a vraiment un partenariat qui est très, très structuré, et avec des listes qui seront préétablies. On fait ça aussi à Malakoff. Donc nous, on est vraiment conscient que c'est un dispositif qui doit permettre à des habitants de la commune de pouvoir rester dans leur commune et de devenir propriétaires. Donc c'est la première cible, et on travaille sur cette première cible. Ensuite, les opérations se commercialisent comme n'importe quelle autre opération d'accession sociale, avec la question de l'analyse des dossiers. Donc à la fois, évidemment, il faut que les personnes soient solvables, mais il faut qu'elles soient aussi dans le respect des plafonds de ressources. Donc on a une analyse assez fine sur ces sujets. Nous, à Romainville, on a un équilibre assez important dans les personnes qui ont accédé au logement. On n'est pas sur une majorité de cadres, loin de là. On a un pourcentage assez important, on est à près de 40% d'ouvriers et d'employés. On est à peu près un tiers de professions intermédiaires. Donc on est pour nous dans la cible de l'accession sociale du début de la classe moyenne. Et c'est là-dessus, on est très vigilant, je dirais, sur cet aspect, pardon. Et on commercialise une fois que je dirais que la population locale a pu être sollicitée en première approche. On ouvre la commercialisation de manière classique. Et on a pu voir des gens, notamment sur l'opération de Romainville, venir candidater, entre guillemets, comme ils l'auraient fait pour n'importe quel autre logement, simplement en se rendant compte de l'effet, je dirais, de prix et des conditions qui pouvaient aussi répondre. Et on a constaté ça à l'attente de certaines personnes qui sont intéressées aussi au dispositif, justement de lutter, entre guillemets, contre la spéculation, contre l'évolution des prix, et d'acheter leur résidence principale et de pouvoir la payer à un prix adapté à leurs ressources. D'accord. Marjane, vous disiez tout à l'heure que les architectes pouvaient être peut-être un relais d'information. Donc, de quelle manière? En général, les architectes sont des passeurs. On passe des informations importantes entre les maîtres d'ouvrage, les collectivités et les ménages. Mais je pense qu'il y a 3 niveaux de formation et d'information qu'on doit mener au sein d'abord de l'ordre des architectes. Nous sommes très proches à travers nos centres de formation. Nous
nous dispensons des formations auprès des élus et nous les informons. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail d'information auprès des élus à faire parce qu'ils ne connaissent pas tous ce processus et de leur expliquer exactement à quoi ça sert. Mais aussi former nos architectes plus techniquement sur le sujet. Moi, encore aujourd'hui, j'ai pris plein de notes. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise totalement. On voit l'intérêt de la chose, mais les limites et tout le montage, c'est très important que l'architecte puisse le maîtriser pour l'expliquer aux habitants qui viennent les voir pour les inciter à participer. Et après, effectivement, il y a ce rôle moins connu de notre métier qui est la mission de conseil. Nous sommes aussi des conseillers auprès des élus et des collectivités. Et donc, à ce titre, effectivement, il faut qu'on soit informé pour pouvoir leur expliquer le process. Et pour les habitants, bah, voilà, quand ils viennent nous voir, mais aussi à travers des communications qu'on fait, les manifestes qu'on communique, voilà, de pouvoir porter ce sujet plus grandement à l'échelle du territoire. C'est un peu notre programme qu'on veut porter pendant les 3 prochaines années. Et on a un manifeste qui sort demain, que vous allez pouvoir avoir accès à ça. Et dedans, on porte fortement cette notion de BRS et parmi les solutions qu'on propose pour pouvoir loger les gens. Et alors, une dernière question peut-être, puisqu'il s'agit d'un contrat à l'origine, il faut aussi imaginer que ce contrat ne puisse pas toujours être respecté par l'un ou par l'autre de ceux qui les signent. La question de la copropriété dégradée, elle peut se poser, puisque des gens deviennent propriétaires. Est-ce qu'ils auront toujours les moyens d'entretenir cette propriété? Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne l'ont pas? C'est-à-dire, ou s'ils arrêtent de payer la redevance? Est-ce que ce sont des choses qui ont été envisagées? J'imagine que oui. Alors oui, ça a été envisagé. Après, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que, Christian Chevel le disait tout à l'heure, c'est que on regarde le couple redevance mensualité de remboursement du prêt. Et on s'assure que ce taux d'effort reste celui qu'on a l'habitude en accession sociale, donc on est 32-33% maximum. Et c'est bien la redevance plus le remboursement du prêt qui sont pris en compte. Donc il n'y a pas, on ne met pas les gens dans une situation où ils auraient 32% d'endettement plus une redevance. Et donc ils seraient là effectivement potentiellement en difficulté. Donc en première approche, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de difficultés dans la gestion des copropriétés que n'importe quelle copropriété d'accession sociale, et j'ai envie de dire même n'importe quelle copropriété classique. Mais il y a bien des copropriétés dégradées, donc voilà. c'est pour ça que je pose la question. Alors, il y a des copropriétés dégradées, c'est certain. Moi, j'ai envie de penser que le fait que ce soit des copropriétés avec du BRS qui sont très majoritairement des propriétés, enfin même en principe exclusivement de propriétaires occupants, vont être un élément important de la bonne vie de ces copropriétés, parce qu'on sait qu'un certain nombre de copropriétés dégradées évoluent mal quand on n'a que des investisseurs, et a fortiori quand ça se dégrade encore plus. Donc moi je pense qu'il y a un élément important de l'investissement et de la mobilisation, et on voit bien d'ailleurs l'importance que ça représente pour les personnes qui vont acheter en BRS d'être investies dans la vie de leur copropriété. On voit le lien qui peut se faire même avec des opérations d'habitat participatif. Donc on voit cet attachement à cette dimension collective. Donc plutôt assez confiant sur le sujet. Après, effectivement, il faut qu'on puisse anticiper les choses. Il y a des choses qui restent inquiétantes, entre guillemets, qui sont la revente. Qu'est-ce qui se passera à la revente? Comment l'OFS va intervenir ou pas dans ces moments si les personnes n'arrivent pas à revendre, ou si elles n'arrivent pas à revendre dans les conditions qui sont prévues, ou si l'effet redevance a un effet un peu négatif sur les conditions de revente. Donc là, on a mis en place un certain nombre d'éléments de sécurisation. Et puis je pense, mais voilà, ça a été dit, on souhaite collectivement au sein de la COP foncière être là dans la durée, s'inscrire dans le très long terme. Donc accompagner et les copropriétés et les collectivités à s'assurer qu'on a un dispositif qui est pérenne, qui continue à jouer son rôle dans la durée et qu'on ne met pas les copropriétés en difficulté. Et voilà, j'ai tendance à penser que voilà, il n'y a pas de sur-risque, et j'aurais même presque envie de dire moins, à mon avis. Françoise, vous vouliez Oui, moi je pense qu'il y a un sous-risque. Enfin, déjà, dès l'instant qu'on achète une propriété, le mythe de la belle maison, enfin moi il y a très longtemps j'étais allé à une formation où on nous expliquait que la belle maison, quand on mettait la clé dans la serrure, la valeur de la maison était déjà divisée par 2. Parce que ce qui fait la valeur des biens, c'est... Ça dépend parce que la localisation, elle ne change pas. Donc. La localisation ne change pas, mais l'attrait de la localisation change.
Oui, dans un Enfin, sens et dans un voilà, autre. dans un sens et dans un autre, hein. Il y a des gens enfin, de ma génération, par exemple, qui ont hérité parce que leurs parents avaient acheté je pense à un beau-frère, dont les parents avaient un petit boui-boui et placé leurs économies dans des petits logements dans Paris. Bah, ça, il y a un certain temps, bah, aujourd'hui, ça fait un bel héritage. Donc, tout dépend où. Par contre, il y a des endroits où il y a des châteaux qui ne valent plus rien à la revente. Donc, là-dessus, le risque, il est partout. Bon, en copropriété, le problème, c'est qu'on est dépendants les uns des autres. On n'est pas tout seul à décider. Des fois, c'est mieux pour certains, mais des fois, c'est un handicap. Moi, je dirais que l'avantage du BRS, surtout quand c'est un organisme comme la COP foncière, c'est qu'on est en lien avec des professionnels et des professionnels bienveillants et dans le domaine du logement social. Donc, moi, je conseillerais fortement à des accédants à la propriété qui n'ont pas des revenus colossaux, effectivement, d'opter pour ce genre de choses, parce que c'est une garantie pour la personne en cas d'accident de la vie, on ne les laissera pas tomber. Et je pense que pour une copropriété également, je pense que la présence des professionnels, enfin, si on doit trouver des solutions pour sortir une copropriété de la difficulté, eh ben, c'est de faire intervenir ce type d'organisme, parce que ben, les copropriétés dégradées, genre Clichy-sous-Bois, c'est bien les organismes de logement social qui participent à la sauvegarde. Donc là, tous les outils sont là. Donc moi, je pense que les risques sont plus limités, si ce n'est le risque inhérent à la copropriété, c'est-à-dire dans le temps, que vont devenir les ressources des gens. C'est-à-dire les premiers, ben, ils ont un certain niveau de revenu. On peut espérer que leur déroulement de carrière fera qu'ils s'enrichiront plutôt dans le temps, ils auront plutôt plus de moyens, mais l'inverse peut exister aussi. Mais bon, dans les copropriétés, ce qui s'est passé, c'est souvent quand ça a été loué et à des familles de plus en plus pauvres et des propriétaires qui n'ont pas leur charge pour diverses raisons. Merci. Monsieur Bénissi, ça vous rassure plutôt? Non, mais en fin de compte, quand il y a dégradation dans un bâtiment, c'est justement, ce sont la plupart du temps les locataires qui dégradent. Donc effectivement, on se retrouve dans certaines copropriétés où, ce que je disais tout à l'heure, les propriétaires qui achètent à distance, évidemment, cela qui mettent des locataires, les locataires ne se comportent pas du tout souvent comme les propriétaires. Les propriétaires, c'est leur bien. Non seulement c'est leur bien au niveau de l'immeuble, mais également sur les parties communes. Donc on le voit souvent. Alors il ne faut pas faire l'erreur que pas mal de mes collègues font, c'est-à-dire qu'on fait 15% d'accession sociale, on fait 10% de location, on fait après le reste en accession libre sur un même bâtiment. Donc, erreur. Donc, quand on fait ça, et les architectes sont là pour nous conseiller, eh bien, il ne faut pas faire des linéaires, il faut faire des bâtiments totalement différents. On fait un bâtiment de location, on fait un bâtiment d'accession sociale et on fait un bâtiment d'accession libre. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous remercier d'avoir participé à cette table ronde et laisser la parole à Emmanuel Cos pour la conclusion de cette matinée.